Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Barricade, l'émission mensuelle que j'anime sur Au Poste. Merci d'être déjà nombreux et nombreuses sur le chat. Je vois que vous arrivez en nombre, je vois même qu'il y a un raid en cours de Jazz Hugo en 36. Donc n'hésitez pas à relayer cette émission. Ça fait longtemps que je voulais inviter mon ami Christophe Détinger et j'ai pris comme prétexte à cette invitation le 6e anniversaire des Gilets jaunes. Alors avant de commencer cet entretien et cette interview, j'aimerais prendre quelques secondes pour rendre hommage à un ami, un camarade que j'ai connu sur les ronds-points, sur mon rond-point à Pineuil en Gironde, qui s'appelait Dominique et qui s'en est allé, qui nous a quittés il y a un jour et demi. Et j'ai appris ça hier en allant sur Facebook, sur le groupe des Gilets jaunes Foyens, d'où je suis originaire. Et ça m'a beaucoup attristé parce que c'est un des gars que j'ai rencontré sur les ronds-points et qui m'a épaulé, qui m'a appris des choses. Donc je voulais lui prendre ce petit moment pour lui rendre hommage avant de commencer. Et alors, on va désormais commencer l'entretien avec Christophe. Et avant de revenir sur les 6 ans du mouvement des Gilets jaunes, j'aimerais qu'on prenne un bon moment de cette émission pour revenir sur qui tu es, pour revenir sur le geste héroïque qui a été le tien le 5 janvier sur la passerelle Léopold Senghor, dont tout le monde se souvient, dont tout le monde a les images en tête. Mais avant de revenir sur ce moment, j'aimerais que on prenne du temps pour parler de toi, Christophe, parce que généralement les gens retiennent ces images-là de quelques secondes, mais ne te connaissent pas. Pourquoi, un peu avant le 17 novembre 2018, tu te dis je vais rejoindre ce mouvement des Gilets jaunes, je vais aller sur un rond-point? Qu'est-ce qui se passe quand tu entends parler de ce mouvement au début? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'entends parler de ce mouvement. C'était par rapport à un post qui avait été mis sur le. Mais posez votre gilet. Une personne qui avait fait poser ses gilets sur le tableau de bord. Et nous verrons si dans la semaine. Et puis, enfin, en fin de compte, la semaine qui a précédé, j'ai vu des gilets sur tous les tableaux de bord. Et donc, voilà quoi. Donc, il y avait quelque chose qui était né. Il y avait eu. Les gens avaient entendu tout le monde et donc ouais un espoir de quelque chose que tous les citoyens, en fin de compte, on n'était pas seuls et tous les citoyens confondus avaient entendu le même message et qu'on était tous d'accord de cet avis-là. Et, et moi pourquoi ça m'a interpellé? Parce que la vie en soi, la vie est difficile. Alors moi, comme j'ai pu me dire, là, comme la vidéo que j'ai pu me dire en me rendant, moi, ça allait. Ça allait, même si j'étais pas riche, mais j'étais pas pauvre non plus. Mais par contre, je voyais la difficulté que certaines personnes avaient. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur les marchés de légumes depuis que j'ai 14 ans. J'ai pu voir le panier d'achat, le pouvoir d'achat des personnes âgées diminuer. Et voilà, quoi. Et c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui sont battus pour tous nos acquis sociaux. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la détresse, qui galèrent. Aussi bien les femmes seules, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et moi, j'étais dans un petit confort, ça allait. Mais bon, parce que je m'épargne pas, je me faisais pas de cadeaux, j'étais toujours au travail, même le week-end, j'étais au travail, tout ça. Maintenant, c'est vrai que j'avais envie quand même de profiter de mes enfants et de pouvoir lever le pied le week-end. Et donc voilà quoi. Donc, mais dès que je levais le pied, je me rendais compte que financièrement, c'était difficile à finir les fins de mois. Alors que jusqu'à ce moment-là, tu t'es jamais mobilisé politiquement, tu Non, n'avais jamais eu un tel... j'étais primo-militant aux Gilets jaunes. Je ne sais jamais. Après, j'y pensais. Dans ma tête, plusieurs fois, j'avais des questions et je m'interrogeais et j'avais envie. Maintenant, après, le temps. Le temps, j'ai jamais pris de temps, j'ai jamais eu le temps. J'ai eu une carrière de boxeur depuis que je suis jeune, donc c'était équipe de France, les stages, les compétitions, l'école, le travail, tous les week-ends. Donc réellement, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps et j'étais dans mon petit confort. J'avais mes primes de boxe, même si j'ai pas jamais pu vivre de ça, en vivre de ça. Maintenant, ça arrondissait quand même les fins de mois sur un pécule annuel touché. Ça pouvait me faire une moyenne de 500-600 € mensuels en plus. Donc tout de suite, on monte de catégorie sociale et ça va beaucoup mieux. Voilà. Et Mais du, sauf que ma carrière s'est arrêtée parce que c'est bon, je n'avais plus envie de boxer.
Puis les petites missions que je prenais le week-end, bah, là aussi j'avais envie d'arrêter pour pouvoir profiter de mes enfants. Et là, par contre, quand le salaire rentre, là, tu te rends compte que c'est quand tu as un crédit, quand tu as 20 ans de crédit, quand tu vas avoir une voiture propre, confortable, quand tu veux manger à peu près sainement, bah, c'est difficile. Tu peux pas. Tu peux pas. Ou sinon, si, bah, faut malheureusement, comme bah, il faut les trucs industriels, la malbouffe, ou qu'après tu es malade. Donc j'ai toujours essayé de faire attention à ça. Voilà. Et le 17 novembre, alors il se passe quoi du coup de ton côté? Tu vas où manifester? Bah, le 17 novembre, dû à ce poste qu'il y avait eu pour les Gilets jaunes sur tableau de bord, bon après, bah, c'est quelque chose qui a interpellé tout le monde. Et en fin de compte, avec les copains, quelques amis proches, on en a discuté aussi. Et on s'est dit, eh ben, on monte dans la voiture, on sait pas ce qui se passe, on monte dans la voiture, donc on part de chez moi, on se rejoint tous chez moi, les copains. On est 4-5, ouais, 5. Et on se dit, on va direction Paris, on s'en va. Et ben, on fait pas 3 kilomètres qu'on est bloqué sur la nationale, sur la nationale 20 qui fait. Alors, cette nationale 20 elle fait Porte d'Orléans, Espagne. Bon, elle traverse toute la France, mais bon, elle passe en Essonne, dans le sud d'Essonne. Et bah, on est bloqué à 3 kilomètres et on voit une dizaine, quinzaine de personnes qui jettent des palettes, des pneus sur le truc. Et puis, bah, on est venu faire le renfort avec eux. Et donc le 17 novembre, tu manifestes pas alors? Enfin, tu rejoins Je le manifeste pas, rond-point, mais tu peux. on est bloqué déjà. On est bloqué, donc voilà, bon, c'est un début. Et les samedis d'après, qu'est-ce qui se passe alors? Les samedis d'après, c'est Paris. Donc le premier samedi, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde un petit peu au début les médias, vu que c'était beaucoup médiatisé au tout début. Et puis bah, je vois que ça bouge, donc je monte dans ma voiture et puis bah, avec les amis, puis on monte sur Paris. Et qu'est-ce que tu ressens du coup tous les samedis en allant là-bas, notamment le 24 novembre, du coup c'est le deuxième samedi? Moi, n'ayant jamais manifesté et donc je me rendais pas compte de l'importance que ça avait comme manifestation, mais c'était énorme. C'était, pour moi, pour ma part, une grosse satisfaction de voir autant de gens réunis pour le même combat, pour les mêmes. On était tous du même avis, toi. Là, il n'y avait pas de tous unis, on va dire. On s'en foutait de la couleur politique, on s'en foutait de tout, et on n'en parlait même pas de ça. On était là pour le combat, cette vie chère, cette démocratie qui anéantit au quotidien, tous les jours. Et voilà quoi, donc moi j'ai trouvé ça magnifique, c'est magnifique. Déjà dès que je vois des reportages encore sur le mouvement, j'ai toujours les frissons, j'ai toujours parce que c'est quelque chose, il y a une union du peuple qui était belle et magnifique. Et dès les premiers samedis, donc le 24 novembre, le 1er décembre, il y avait aussi beaucoup de violence du Oui, côté oui, des flics. Et ouais. toi, comment tu réagissais déjà à ça? Bah, j'étais en colère. J'étais en colère, moi maintenant je suis pas. Moi à la base, voilà, quoi, comme je dis, je suis pas un justicier, hein. Je suis pas un justicier maintenant. C'est vrai que quand je voyais ces violences de loin, bah, ça me mettait la rage, ça me mettait la colère. Après, ouais, si, je pouvais avoir quelques affrontements verbaux avec nos forces de l'ordre parce que je trouvais ça dégueulasse de taper des gens vulnérables. Parce que tous ceux qui cassaient, tous ceux qui. Bah, eux, ils courent, ils sont malins, ils ne sont pas attrapés. Ils restent pas sur place. Et en fin de compte, j'ai l'impression que la police se défoulait, ou c'était les consignes ou la consigne qu'ils avaient, je sais pas. Mais tu prenais sur toi du coup les premiers samedis. Bah oui, oui, bah après, je suis pas un taré, hein. Après, après ce jour-là, le jour du 5 janvier, voilà, là, on est encore une fois de plus nassé, bloqué. Il y a ces petites passerelles, il n'y a pas un renfort de police qui est adéquat on peut passer.
On ne serait pas allé plus loin, moi, c'était juste la victoire. Et alors avant de revenir à ce 5 janvier, j'aimerais qu'on diffuse un petit magnéto qui a été préparé par l'équipe d'Au-Post, par Eurial, si je dis pas de bêtises, qui est extrait du film Un pays qui se tient sage de notre ami David Dufresne. Et vous pouvez entendre le commentaire de Fabien Jobard, qui est chercheur au CNRS sur la police notamment. On se souvient des révolutions du 19e siècle, celles que décrit Flaubert dans l'Éducation sentimentale. Les gens sont ivres de violence, ils veulent prendre possession des Tuileries, se vautrer dans le lit de la reine, boire la cave du château jusqu'à l'ivresse. Là, pas du tout. On est dans une configuration où la violence se déchaîne sur un tout petit périmètre. Alors là, les images qu'on vient de voir, elles datent du 5 janvier 2019. Tu es donc sur cette passerelle Léopold Senghor. Tu participes à un nouvel acte du mouvement des Gilets jaunes. Comment se passe cette journée déjà, avant d'arriver sur la passerelle? Eh ben, cette journée, je pars avec la mère de mes enfants. Je pars avec une amie qui est en rémission, qui sort d'un cancer. Je rejoins mon oncle et ma tante. On se rejoint, donc c'était à l'hôtel de ville, je crois le début de la manif, hôtel de ville. Et puis bah on marche tranquillement, on arrive jusqu'au quai, mais bon, déjà pendant ce début de manif, on reçoit des accrimos pour rien, on se fait un peu bombarder. Maintenant c'est sûr que oui, c'est vrai que si un petit peu à l'écart, oui, il y avait quelques petits jeunes virulents qui s'accrochaient avec la police. Mais voilà, et puis en fin de compte, après, on marche sur le bord des quais, on arrive jusqu'à cette passerelle, et puis on est nassé. La manif s'arrête. Et bah ça, comme moi j'ai pu l'avoir, les 6 manifs précédentes, où on se fait nasser, on reçoit des bombes d'encerclement, gazées. Bah, pour ceux qui veulent passer, bah, c'est les coups de matraque à gogo, alors que on a le droit de sortir, on n'est pas. Et là, il y a cette passerelle, où il n'y a pas un service de sécurité pour moi qui est adéquat. Et bah là, on peut sortir, on peut s'exfiltrer de la manif. Parce que derrière, la manif continuait d'avancer. On se faisait pitiner, on se faisait serrer. Il y a une femme notamment. Oui, alors non, mais après, donc ça c'est avant. Et après, donc moi, on essaie de forcer. Donc je sais qu'au début, il y a quelques personnes qui essayent de passer, qui se font repousser. Donc et après, bon, moi, j'avance vers la passerelle. Et après, quand on voit les vidéos, déjà, oui, je suis moteur aussi je suis moteur. J'encourage les camarades gilets jaunes qui sont à côté de moi à dire on y va, on avance. Puis bon, jusqu'à un moment, donc bon, après, je suis pas tout seul, mais donc, sur toute la largeur de cette passerelle, puis d'un coup, à un moment, bah, les gendarmes mobiles, policiers qui étaient présents, c'est arrosage de bombes lacrymo. Et là, je perds la mère de mes enfants, je perds mon ami à côté de moi, je les vois plus, moi je cherche, donc je tourne ma tête à droite, à gauche pour essayer de la retrouver. Et là, puis bah, tout le monde se faisait taper dessus, matraquer. Et là, au début, je vois une personne vêtue de rouge au sol. J'ai pas pu dire que c'était une femme au début. Au début, je vois une personne vêtue de rouge au sol, et je vois par contre un gendarme mobile, un coup de matraque, un coup de pied. Bah voilà, qu'au même moment, il y a le geste du coup de pied, du coup de matraque. Et là, c'est ce policier-là que je prends par derrière et que je jette au sol.
et que je m'attraque. Mais c'était tellement vite que j'avais même peur que ce soit pas bon policier que j'avais pris. Et en voyant la vidéo, j'ai vu que c'était lui, donc j'étais content. Mais c'est même pas un geste que tu as Un coup de contrôlé, matraque, c'est que un pour coup de toi, pied, tu pouvais pas laisser faire voilà. ça, quoi. Ouais, non, mais j'ai même pas réfléchi. C'est quelque chose que j'ai jamais réfléchi, moi, ça. C'était insupportable de voir. Bah, c'est même pas que je réfléchis même pas. On va dire, c'est quand je vois un danger, quelque chose d'une injustice devant moi, quelqu'un qui se fait malmener, frapper, tout ça, je réfléchis pas avant donc j'y vais. C'est mon âme qui part avant mon esprit. Et J'arrive pas, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mon premier jour de sortie de prison, je pour raconter une petite histoire vite fait. Je sors de prison, je suis parti ramasser Marcel Campion parce qu'il avait payé une partie de mes avocats pour le procès. Donc je vais pour le remercier. Je suis dans les bouchons dans Saint-Ouen. J'ai une personne une dame qui se fait malmener par un homme dans la rue centre-ville. Ça fait 1 heure que je suis sorti de prison. Je sors, c'est la mère de mes enfants qui me rattrape le bras, qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je dis tu vois pas que la dame elle se fait malmener. Elle me dit si mais non mais stop, arrête Christophe. Je sors de prison. Et puis en fin de compte, c'est la voiture qui est derrière moi qui s'est arrêtée, qui a ouvert les portes et qui sont allés défendre la dame. Mais voilà, c'était. J'aurais pu faire le mec avec ses œillères, j'ai rien vu, j'ai des problèmes déjà, mais j'arrive pas. Et d'ailleurs, dans la vidéo que tu as mis en ligne avant de te rendre aux policiers, tu as cette formule très forte où tu dis les plus faibles, on les défend. Et ça peut un peu résumer justement ces actes-là qui sont récurrents chez toi, d'aller défendre les gens en danger. Oui. Alors après, comme je dis, après, je suis pas un justicier non plus. Je fais ça quand c'est devant moi. Je ne cherche pas. Mais oui, mais moi, le seul problème que j'ai eu dans ma vie, c'était pour défendre les autres. Et alors, pour en revenir à cette histoire de la passerelle, donc sur le 5 janvier, il y a cette vidéo qu'on a vue où, du coup, avec d'autres, tu réussis à repousser les policiers au moins temporairement. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que les images s'arrêtent à ce moment-là. C'est quoi la suite sur cette passerelle? Alors, le policier que j'estrais de la dame qui est au sol, Gwenaëlle, après, il y a une bombe d'encerclement qui est mise, il y a du gazage, donc moi je recule et en fin de compte, j'arrive au milieu de la passerelle et puis là, il y a des escaliers qui arrivent sur les quais en bas. Et moi, d'où je suis, la vision que moi j'ai, je vois plusieurs gendarmes mobiles et je vois que quelques gilets jaunes. Maintenant, si je m'étais mis de l'autre côté de la passerelle, donc là, on va dire, quand on est face à l'Assemblée, j'étais côté droit de la passerelle. Si j'avais été côté gauche, j'aurais vu qu'en fin de compte, les gilets jaunes, ils étaient 50, 100. Mais moi, d'où que j'étais, j'en voyais que quelques gilets jaunes et je voyais beaucoup de gendarmes matraquer, mettre du gaz, tout ça. Donc moi, j'ai juste voulu mettre une claque dans le casque du gendarme, que j'ai loupé. Et j'ai dû mettre de l'élan et du cœur, peut-être. Donc j'ai basculé, je suis tombé sur mes jambes. Voilà, mais ça, en fin de compte, entre le début de l'action et la fin de l'action, ça dure ça dure 1 minute 50, je crois. Donc voilà, il y avait une colère qui était là. Là, je recule et après, donc un coup, j'ai réussi à passer les escaliers, la petite rampe qui est en dessous. Après, j'arrête de frapper les gendarmes. Je voulais juste qu'on sorte de là. Et là, c'est pas de l'acharnement. Non, c'est pas de l'acharnement. Et après, par contre, il y a un gros renfort de policiers qui arrive. Et là, j'essaie de sortir d'un côté, j'arrive pas. Donc, je ressors par où je suis rentré. Parce que je lève les mains, je ressors, j'arrive à sortir. Et puis après, je continue la manif. Donc, qui est une manif un peu plus sauvage. Parce que, vu ce qui s'est passé, tout est parti un petit peu en. Même moi, je connaissais même pas, moi, les manifs, le parcours, je connaissais même pas. Moi, je suivais tout le monde, c'est tout. Et donc, là, ce qu'on a fait, on a continué à suivre tout le monde. Et puis voilà, jusqu'au moment que mon téléphone, il sonne, ça vibre. Et puis, bon, je répondais pas. Puis, à un moment, ça insiste vraiment beaucoup, donc je regarde. Puis, j'avais plein de commentaires, plein de copains, plein d'amis. Mais Christophe, on dirait que c'est toi, on dirait que c'est toi. Donc de là, donc là, tu te dis quoi? J'éteins mon téléphone, je dis c'est chaud, j'éteins mon téléphone parce que les caméras, je les avais vues autour de moi. Mais tu t'es pas dit dans ta tête ça va être diffusé partout, quoi? T'es surpris? J'avais vu quand même beaucoup de caméras autour de moi, donc j'espérais que non, mais bon,
Voilà, puis au moment que tous les messages que j'ai reçus, là, je prends le téléphone de la mère de mes enfants, je prends le mien et j'éteins mes téléphones et puis bah, je retourne à ma voiture euh, Et tu rentres. voilà. Bah, je change de tenue, j'enlève mon manteau, je change tout pour pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand tu arrives chez toi dans ta tête à ce moment-là? Il y a des gens qui t'appellent, enfin Ouais, m'appelle non, parce que mon téléphone est éteint. Mais les gens qui me connaissent, voilà, savent comment ça va se passer. Donc au début, c'est vrai que bah, j'étais chez moi. Bon, je m'étais donné un petit délai, moi. Je m'étais donné un petit délai pour pouvoir cacher la mère de mes enfants et mes enfants. Et puis bon, après, j'ai des gens proches de mon entourage qui ont débarqué chez moi et qui m'ont dit non, mais Christophe, on part tout de suite. C'est maintenant qu'il faut partir. C'est pas, tu prends pas ton temps là, tu prends tes quelques affaires et tu t'en vas. Voilà. Donc j'ai caché mes enfants, la mère de mes enfants. Moi, je me suis caché jusqu'à temps que je trouve une défense. oui, parce que les médias, eux, disaient que tu étais parti en cavale, que tu comptais pas te Non, bah non, rendre, je suis etc. Après, je savais très bien que à ce moment-là, si je me rendais, que ça allait être compliqué pour moi. Et j'ai vu que, étant donné que j'ai jamais eu de problème avec la justice, je n'avais pas de défense, je connaissais pas d'avocat, j'ai pris le temps de trouver une défense, voilà. Et donc je me suis rendu. Et donc, avant de te rendre, tu réalises une vidéo Ouais, pour t'expliquer publiquement, ouais. pour revenir sur tout ce que tu as pu entendre dans les médias. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu fais cette vidéo et qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message avant de te rendre? Je fais cette vidéo. De base, je voulais rien faire, moi. Mais c'est en voyant tous les médias. Voyant tous les médias et la description que les médias faisaient de moi. Bah, tout de suite, bah, le mot gitan boxeur est arrivé. Alors oui, bah, je reniais pas mes origines, je fais partie de la communauté Yéniche, gens du voyage, mais ma famille, aussi bien mes grands-parents, ont toujours été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale par la police française, toujours internés, on leur a toujours tout pris. Et donc moi, du côté de mon père et sa fratrie, fallait grandir, fallait évoluer anonymement dans cette société pour pas être mal vu. Et moi, on m'a éduqué un peu comme ça aussi. Euh, on m'a éduqué un petit peu comme ça. Donc moi, si je veux pas dire que je fais partie de la communauté, personne ne sait. Et je suis allé à l'école et je travaille dans la fonction publique. Fonctionnaire territorial. Voilà, fonctionnaire territorial. J'ai passé mes concours. Mes enfants sont scolarisés. Mes enfants sont au conseil municipal à l'époque, au conseil municipal des enfants. Je vais à toutes les cérémonies de ma collectivité. J'aide les associations de ma collectivité. Voilà quoi, je suis quelqu'un intégré dans le système. Donc tu as fait cette vidéo en réponse au portrait diabolisant qui était sur les Diabolisant, médias. c'est ça. Et moi, je suis quelqu'un qui est inséré dans le système et voilà quoi. Tout de suite, ils mettent ça en avant, mot gitan, boxeur, des trucs avec, je sais Pour pas. passer pour quelqu'un de violent, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, dans la vidéo, donc tu dis Donc, quoi pour ceux qui n'ont pas vu? moi, je dis que voilà quoi, que j'ai pas voulu salir ce mouvement, que j'étais qu'un manifestant parmi tant d'autres. C'est juste ces excès de violence que je vois devant moi et que bah, je réagis. Et, et que je leur demande de continuer le combat pacifiquement, bien sûr, mais qu'il faut continuer le combat parce que pour moi, ce combat, ce mouvement est pour moi, on allait arriver à nos fins. Le monde le monde qui était là, voilà. Et donc après, qu'est-ce qui se passe une fois que tu fais cette vidéo? Tu vas te rendre, ça se passe comment? Je fais cette vidéo, j'arrive à trouver un médecin qui me fait un certificat médical comme quoi que je suis pas blessé, j'ai pas de coups. Je me rends, donc je me rends le lundi à 11 h au commissariat du 4e. Et, et Pourquoi dans le commissariat du 4e? c'est l'avocat qui, c'est l'avocat qui m'a dit, voilà. Et donc comment ça se passe quand tu arrives au commissariat?
Bah, je l'ai bien reçu, ça va. J'étais bien, j'ai pas été... bon, des regards insistants, pertinents. Parce que ton avocat, ils avaient prévenu que tu arrivais Oui, oui, là-bas. c'est ça. Oui, Ouais. donc On avait c'était. donné un rendez-vous, tout ça. Ouais, ouais. Et donc t'es placé en garde à vue. Je passe en garde à vue, c'est ça. Et alors là, du coup, ça se passe comment la garde à vue? Bah, là, l'avocate, après, me dit parce que moi, au tout début, je dis, ouais, même au début, j'ai fait le con, j'ai tapé des flics. Et mon avocate me dit, je parle même pas de la personne qui est en rouge au sol, parce que ça allait trop vite. Et après, mon avocate, à ce moment-là, me dit, bah, Christophe, là, t'as vu, maintenant, t'as le temps de réfléchir, t'es en sécurité, t'es protégé, parce que moi, j'avais, tout le week-end, j'ai eu la peur de me faire attraper. Je me suis dit, je me fais attraper, ça va être violent. Ils sont arrivés chez moi, ils ont fait une garde à vue. Moi, j'étais au courant par le réseau. J'étais informé, ils sont rentrés chez moi, ils étaient 50, ils ont tout cassé, ils ont arraché les portes de cuisine, ils ont cassé les jouets de mes enfants, ils ont été dans mon grenier, ils ont vidé tous les cartons de Noël, ils ont tout vidé comme des sauvages. Ils ont cassé les deux portes, ma porte d'entrée, ma porte de véranda, ils ont tout, alors qu'il n'y avait personne. Alors que j'ai un ami qui arrivait avec les clés, qui a dit tenez, j'ai les clés. Ils ont tout cassé, ils ont tout massacré. Et Donc là, quand tu es dans le commissariat, donc il y a des auditions, ça il se y a passe des comment? auditions, tout ça. Donc là, mon avocate me dit réfléchis, tout ça. Et là, la première audition, tout de suite, j'ai le temps de réfléchir, je suis au calme, tout ça. Et tout de suite, je sais pourquoi j'ai réagi. Donc je dis à l'audition, je sais pourquoi j'ai attrapé le premier gendarme. C'est parce qu'il tapait une personne vêtue de rouge au sol. Voilà. Et de là, un commentaire a été posté sur les réseaux, donc des amis proches, pour demander si une personne vêtue de rouge a été malmenée par les forces de l'ordre. Et de là, Gwenaël intervient. Elle dit Donc oui, Gwenaël, c'est la personne vêtue de rouge ouais, au c'est sol ça, sur la passerelle le 5 c'est ça. janvier. Et Gwenaël là réagit. Elle dit oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Oui, un grand monsieur avec un bonnet noir a enlevé le policier de moi. Voilà. Et Gwenaël, qu'est-ce qu'elle dit du coup? Elle se présente comment? Et ben, elle se présente en disant que déjà, elle revient sur mon témoignage et elle le valide, comme quoi que je ne l'ai pas inventé. Et après, elle se présente, elle est partie porter plainte contre le gendarme. Mais après, bon, ça a été deux affaires différentes. Oui, c'est-à-dire que dans ta garde à vue, les officiers de police judiciaire, Moi, j'ai tapé de la police, ils ont c'est pas grave. décontextualisé quoi. Ils ont dit que c'est ça. Ils ont carrément séparé les deux affaires, alors Il n'y avait pas de volonté de comprendre le contexte. elle est liée à l'affaire. L'affaire est liée. Et donc tu passes combien de temps en garde à vue? J'ai fait garde à vue. 24, 48 heures? Donc c'était le 8, je me suis rendu le. Non, c'était le 5 janvier, je me suis rendu le 7. Je suis passé en comparution immédiate le 9. Et donc là, ensuite, tu passes plus de 24 heures en garde à vue et tu es déféré au tribunal. Au tribunal, directement en comparution immédiate le 9. Donc Déjà, c'est la première fois que tu vis ça. Oui. Tu le vis comment? Dur? Très mal. Très mal, et sachant que la peine qui est encourue, c'est. On te dit quoi à ce moment-là, que tu risques combien? 7 ans, parce que 7 ans, ce qu'ils disent, c'est violence en réunion, parce qu'il y avait il y avait d'autres personnes derrière moi, mais je connaissais pas. Donc ils voulaient m'accuser de violence en réunion sur sur les forces de l'ordre. Donc le maximal, c'est 7 ans. Mais étant donné que c'est un mouvement où, voilà, il fallait faire un exemple, et là, j'étais là. Ton avocate t'a pas déconseillé la comparution immédiate? Elle t'a dit, c'est une avocate, elle t'a Ouais. dit va en comparution, accepte la comparution immédiate. Là, on l'a retardé après. Voilà, ouais, On l'a d'accord. retardé jusqu'au. Le procès a lieu le 13 février. Donc vous avez demandé, quand tu passes devant le tribunal, tu Ouais. demandes avec ton avocate le C'est report ça. du procès. Mais tu es quand même envoyé en. C'est quoi la décision? Donc oui, il y a eu le report du procès, mais je suis envoyé en prison. En détention provisoire. En détention, c'est ça. Et- Et alors que j'aurais pu demander et avoir, étant donné que j'ai un casier vierge, que je travaille, j'aurais pu être dehors à ce moment-là.
Je vais pas me sauver. Donc- Je me suis rendu, c'est pas pour me sauver. Et non, j'ai été enfermé, j'ai été en isolement pendant 10 jours, T'as été envoyé à quelle prison? à Fleury-Mérogis, dans les quartiers haute sécurité, surveillés. Donc quand t'arrives là-bas, ils te mettent en centre fermé, Ouais, isolement. j'étais dans ma cellule, parce que j'étais dans une cellule individuelle, j'ai eu la chance d'avoir une cellule individuelle. Mais, enfin, ils appellent ça le quartier haute sécurité, VIP, donc, il y a les policiers qui sont passés de l'autre côté, il y a les violeurs, les personnes, qui peuvent être, qu'on protège, qui sont un peu transsexuels, tout ça. Donc, sinon, il se ferait agresser dans les Ils autres voulaient pas que tu prisons. vois en fait les autres détenus, c'est pour ça qu'ils t'ont mis seul dans ce Et quartier-là. donc, c'est ça. Donc, et puis, en fin de compte, après, ils disent que c'est le protocole, qu'il y a 10 jours, 7 à 10 jours d'isolement pour surveiller le comportement et analyser le comportement que je pouvais avoir. Et en fin de compte, je me suis retrouvé avec un groupe de policiers. En cellule. Pas en cellule, en promenade. Promenade ou activité qu'on pouvait avoir. Donc, la bibliothèque. Et alors ça se passait comment avec ce groupe de policiers? Très bien. Non, très bien. Après c'était un petit peu. Toujours un petit peu froid au début, mais après, je suis quelqu'un de sociable. Non, ça va, tout va bien. Mais C'est du bien coup, cette expérience en prison, ça se passait comment? C'était difficile? C'était quoi les conditions dans lesquelles tu te retrouvais? Les 10 premiers jours ont été très difficiles parce que je n'arrivais pas à avoir mon avocate. Je n'avais pas de parloir. Je recevais pas de lettres pour le moment. Et un coup que les 10 jours, les premiers 10 jours sont passés, tout s'est déroulé. J'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Donc on faisait 7h, 13h. C'est quoi que tu faisais? On faisait du pliage, on collait des pinceaux pour une grande marque, pour des cosmétiques, les échantillons qui donnent. Voilà. Et alors, là, à partir de ce moment-là, tu commences à recevoir du courrier, à pouvoir Je avoir des visites? reçois du courrier, j'ai mes parloirs familiaux, j'ai les parloirs avec les avocats. T'as beaucoup de courriers de l'extérieur, de Ouais, gens qui j'ai reçu t'écrivent? des centaines et des centaines et des centaines de lettres. Ouais, c'était chaud. Ça t'a donné de la force? Ouais, c'était super. C'était magnifique. Des assez simples. Je rentrais du travail, il était 13h. Donc je déjeunais. Après, on avait une petite activité, soit une promenade ou une activité l'après-midi. À 17h, alors, promenade, hein, c'était pas promenade dans les bois de Fontainebleau. Hein, c'était une promenade, c'était à l'étage, 8 mètres sur 3, béton et barreaux au ciel. Hein. Alors, dès que tu rentrais dans la cellule, tu lisais les lettres et c'était quoi que tu pouvais recevoir? Et à partir de 17h, je recevais mon courrier. Et là, j'étais occupé tous les jours de 17h à 1h, à minuit, 1h du matin, à lire mon courrier, à répondre aux gens qui m'ont donné la possibilité de leur répondre. Ceux qui m'envoyaient une enveloppe, un timbre. Et qui c'est qui t'écrivait? Il y avait de Tout le monde. tout? Il y avait des avocats, des gens qui voulaient Non, aussi pas trop d'avocats, mais beaucoup. J'ai beaucoup touché les mamies, les personnes âgées. Beaucoup. Mais beaucoup les femmes aussi, ouais, mais c'était vraiment varié. Et sinon, l'expérience en prison, parce que du coup, c'était en plein mois de janvier, Ouais. ça se passait comment les conditions, on va dire matérielles? Il faisait froid? Non, moi, ça a été Toi, ça a franchement. été? Non, je peux pas me plaindre. J'ai pas me plaindre. Hein. Je sais qu'en bas, dans les quartiers, dans les prisons, quand ils disent classiques, qui sont pas sur. Ils sont plusieurs en cellule. Ce qui paraît, la détention n'est pas au top. Et non, nous, dans les quartiers comme ça, isolés, ça va. Et tu as passé combien de temps alors? J'y ai passé, je suis sorti le 20 février. Après, donc après ouais. avoir été jugé? C'est ça, le temps que les papiers se fassent correctement pour accéder à la semi-liberté. Tu es jugé en février? Le 13 février. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant ce jugement du 13 février? Ce jugement est interminable, insupportable, mal jugé. Et t'as qui comme avocat? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi d'autres avocats qui ont rejoint ton avocate de l'époque. Oui,
comme Henri Leclerc, c'est à ce moment-là C'est ça. où... ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. Le 13 février, j'avais donc Laurence Léger, avocate du départ, Hugues Vigier et Henri Leclerc. Parce qu'en fin de compte, les avocats ont augmenté au fur et à mesure qu'en face, en face, ils étaient un paquet d'avocats. Il y avait tous les, tous les syndicats de police, gendarmerie, Qui sont constitués partie qui se civile. sont tous constitués et ils sont arrivés avec une. Voilà, donc on a voulu. On a voulu avoir une défense le plus solide possible, on va dire. Voilà. Laurence Léger, moi, c'est une avocate de la famille que je connaissais pas, euh, mais qui avait fait du bon boulot avant pour les gens de la famille. Maintenant, là, cette affaire, je pense que c'était un peu trop. C'était un peu trop pour. Et pas le type d'affaires sur lequel elle intervient. Voilà, donc UJG, là, je pense parce que moi je savais pas, moi, elle l'a fait venir parce que c'est une personne qui a l'habitude d'avoir des affaires médiatiques et avec une pression de ce genre. Voilà, donc il est arrivé par là et après, je pense que ils ont demandé à maître Henri Leclerc d'intervenir pour mettre un ténor parmi eux, on va dire. Et qu'est-ce que tu retiens de lui? Parce que malheureusement, il est disparu il n'y a pas Maître longtemps. Henri Leclerc. Moi, je me rappelle, il est venu me voir une fois en prison. Il est venu me voir une fois, il m'a dit moi je te connais pas, il me dit moi quand j'ai vu les images, il me dit je t'ai pris pour un dingue. Il me dit maintenant on m'a expliqué le pourquoi du comment. J'aimerais discuter avec toi. Donc on est resté, on a discuté 1 heure et demie. Et puis il s'est levé, il me dit il m'a serré la main, il me dit c'est bon, il me dit je te défends. Il dit sans aucun problème. Il me dit t'es un bon bonhomme, il me dit je te défends. Voilà. Et comme j'ai dit, mais moi financièrement j'ai pas les moyens. Il m'a dit mais il me dit ça, il me dit j'ai vu qu'il y a une cagnotte qui était en route, si ta cagnotte tu l'as, il me dit tu me payes, sinon il me dit c'est pas grave, il me dit ce sera pour la cause. Voilà. Et donc, bon, il y a le jugement dure plusieurs heures. Tu me dis qu'il est interminable. Ah et ça commence à 13h et je crois qu'il a fini à minuit, 1h, un truc comme ça. C'était. Et là, c'est quoi le délibéré? Délibéré, c'est 30 mois de prison, dont 18 de sursis et 1 an ferme aménageable. Donc voilà, donc j'ai refait 1 semaine de prison ferme, le temps qu'il fasse les papiers pour la semi-liberté. Il y avait des amendes aussi. Ah oui, après les amendes, ouais. Amendes, enfin pour les dommages et intérêts des policiers, des interdictions aussi. J'ai eu une interdiction de Paris pendant 6 mois, tout simplement. J'ai jamais été interdit de manifester. Ils pensaient que j'allais revenir, C'est bizarre. ils pensaient que j'allais revenir rapidement, je pense. Hmm. Mais bon, donc je l'ai pas fait. Et donc là, donc, tu passes encore 1 semaine en prison après le procès. Et Ouais. quand tu sors, tu sors à quelle date et comment ça se passe? Je sors du procès, donc je sors moi, je sors de prison le 20 au 21 février, le 20 février. Et j'intègre la prison en semi-liberté de Corbeil-Essonnes. C'est la seule prison en semi-liberté en Essonne. Donc c'est-à-dire que tu fais des allers-retours. Je fais prison, travail. Prison, travail. Et au début, les premiers week-ends, j'ai le dimanche, j'ai 2 heures ou 3 heures de libre, sachant que je suis à quasiment 40-45 minutes de route de chez moi, mais bon, on prend quand même. Tu peux quand même voir ta famille. Voilà, et puis bon, puis au fur et à mesure, selon le comportement que tu as, les retards que tu as, comment tout se passe, ton intégration à la prison, et si tu suis le règlement, on va dire, on t'élargit tes sorties. Donc moi, j'ai eu le droit à peu près à tout, parce que moi, c'est simple, que ce soit à la SMI, jamais eu un retard, jamais eu un problème. Et ça a duré combien de temps la semi-liberté? Ça a duré à peu près 3-4 mois. Et après, j'ai eu le bracelet électronique. Donc tu étais à ton domicile avec Donc là, bracelet c'est travail, électronique. domicile. Ton travail entre domicile. Voilà. Et alors là, à ce moment-là, je pense que tu as plus de marge de manœuvre, tu as des gens qui peuvent venir te voir. Oui, c'est ça. Ouais. Tu commences à prendre un peu de recul. Mais tu peux pas sortir de chez toi à une certaine heure. Mais tu prends quand même du recul sur ce qui s'est passé, non? T'as des gens qui te contactent. Oui, c'est beaucoup plus. Il y a des journalistes aussi qui essaient de te contacter. C'est plus cool. Journalistes, non. Pas de journalistes, des médias indépendants. Oui. Tout ce qui est médias indépendants, oui, il y a eu. Mais journalistes, non, j'ai jamais eu de journaliste. Je pense qu'un mot d'ordre était donné. Oui, parce qu'ils voulaient pas humaniser en fait. Fallait pas me mettre en avant, on va dire.
Donc, dans les quotidiens, on va dire, réguliers, je n'irai pas les nommer, mais dans ces Remédia. les grands médias. Voilà. Mais par contre, oui, aussi, du média indépendant, j'en ai eu, oui. Et alors, il y a un sujet qui a dû te travailler quand même en sortant, enfin en arrivant à ton domicile sous bracelet électronique, c'est que tu as eu beaucoup de frais, d'avocats, de justice, dommages et intérêts, etc. Mais il y a aussi eu, et je voulais l'évoquer, une cagnotte, un élan de solidarité énorme qui en 2 jours a récolté quasiment 150 000 euros Ouais, sur 145 000, Litchi. Donc c'était juste exceptionnel, il y avait un engouement, les gens étaient derrière toi. Moi je me souviens, j'étais tout jeune à l'époque, j'avais 14 ans, mais je suivais ça depuis chez moi. Et dans mon mobil-home en Gironde, tous les soirs quand je revenais, je me disais mais c'est fantastique ce qui se passe. Et cet élan de solidarité, et on l'avait partagé, tous partagé. Marlène Schiappa prend ça pour une apologie de la violence, etc. Et donc le gouvernement fait interdire cette cagnotte, mais il y a le choix de lancer une procédure. Alors, ce que tu dis, c'est officieux, hein. C'est officiel. Voilà. Officiellement, c'est pas eux, ils disent. Mais c'est par rapport aux propos des gens issus de la politique que cette cagnotte est fermée. Oui, sans la Donc, pression politique. sans la politique, elle serait restée ouverte, bien sûr. Et donc là, je veux dire, par rapport à cette cagnotte, avec les avocats, tu te dis que ça peut t'aider et vous faites un recours, vous décidez de faire un recours à ce moment-là pour la récupérer. Je suis au courant que la cagnotte est fermée et bloquée. Après, moi, je suis en prison et je ne suis pas au courant de la plainte qui est déposée contre Litchi. Enfin, là, c'est l'avocate et la mère de mes enfants qui ont fait ça. Et les dommages et intérêts qu'ils réclamaient. Ou que j'ai trouvé ça, c'est moi qui l'entends à la télé, quand je suis en prison. Comme quoi il y a entre 2 et 3 millions de dommages et intérêts qui étaient réclamés. Donc moi, de là, dès que j'ai eu l'occasion de voir la mère de mes enfants et l'avocate, mais je dis, mais il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué à 140 000, comment tu veux qu'on me verse 3 millions? Je dis, c'est impossible. Et puis, je dis, je passe pour quoi, moi? Donc voilà, donc on a continué les procédures quand même. Maintenant, c'était fait, hein. On est à où là, la procédure pour la La cagnotte? procédure, j'ai perdu mon procès. J'ai fait appel. Alors avec Laurence Léger, on a déjà perdu. Elle avait arrêté. En première instance. Ouais. Ensuite, tu vas en appel. Et après, j'ai demandé à Juan Branco de reprendre le relais. Et il a réussi à redémarrer la situation. On a perdu, on était en appel et on a perdu aussi. Et là, tu vas aller en Et cassation là, on va en cassation. Ouais. avec un avocat spécialisé. Oui, c'est ça. Et comment tu vis le fait? Parce qu'il se passait beaucoup de choses depuis ce moment-là. Et moi, il y a une question que je vais te poser, c'est qu'il y a eu le 27, à partir du 27 juin là, 2023, quand Naël Merzouk de 17 ans a été exécuté par la police, il y a ses proches qui ont lancé une cagnotte sur GoFunding qui a récolté plusieurs centaines de milliers d'euros. Et celle-ci n'a jamais été clôturée, n'a jamais été fermée. Enfin, plus d'1 million d'euros, me semble-t-il. Le policier? Le policier. Ouais, le policier. Comment le policier a récolté cet argent? Il y a des fascistes qui ont ouvert cette cagnotte en soutien. Comment tu vis le fait que quand un policier tue un jeune, il puisse recevoir plus d'1 million d'euros, et toi, on t'est clôturé comme ça ta cagnotte? Comment tu vis cette injustice? Je le vis. C'est là où je comprends pas la politique dans laquelle on vit et notre pays. Parce que si on me la bloque à moi, voilà, moi j'ai tué personne et qu'on la bloque à lui. Donc pour dire que notre politique tourne mal et que voilà, c'est anormal que ce. Alors après, on est dans un pays libre. Alors là, donc ça, ce mot liberté, faut le préserver, faut le garder. Donc cette cagnotte qui a été créée pour lui, voilà. Mais nos politicards auraient dû prendre la parole là-dessus. Et déjà, il y a eu beaucoup de débats sur la différence qu'il y a eu entre la cagnotte du policier et la mienne. Donc là, les politiques
ils inversent, ils ont carrément des propos différents. Mais nous, les cagnottes, ça nous regarde pas. Ceci, ça nous regarde pas. On est dans un pays libre, on fait ce qu'on veut. Alors qu'avec moi, ils ont tout fait pour refermer cette cagnotte. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer. C'est la question des propos qu'a tenu Macron sur toi. Ouais. Macron, il a une phrase qui, moi, m'a enragé, m'a beaucoup mis en colère et qui me met aujourd'hui beaucoup en colère parce qu'elle a été minimisée, silenciée. Peu de gens ont parlé de ça. Mais Macron, il a déclaré à un journaliste, en parlant de la vidéo que tu avais faite avant de te rendre, il a déclaré il n'a pas les mots d'un gitan, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Ouais. Pour moi, c'est une phrase qui dénote d'un grand mépris raciste de la part de Macron. Comment toi, tu as vécu ces propos-là? Bah, je les ai vécus. Oui, c'est. Mais bon, de sa part, en même temps, on va pas s'attendre à autre chose. Mais oui, c'est insultant. Pourquoi? Parce que les gitans sont tous illettrés, analphabètes. Pour lui, ils racontent tous. Ils parlent, ils insultent tous. J'aurais dû finir ma phrase avec une insulte, et puis peut-être que j'aurais été gitan pour lui. C'est ça que je trouve dommage. Voilà, c'est du racisme, c'est. Mais bon, moi Mais j'avais. surtout que c'est une insulte à ta famille, à tes Oui, origines. mais Ça bien veut dire sûr. que vous êtes des illettrés, des incultes, et puis à tout le monde du Non, mais voyage. donc voilà, il insulte. Voilà, en disant ça, pour lui, j'ai été, on va dire, aiguillé disait par un avocat d'extrême gauche. J'ai été aiguillé par quelqu'un parce que moi, je suis incapable de faire, de dire 3 phrases sans faute, sans insulte. Voilà. Donc oui, c'est une insulte, oui. Et surtout que quand Que on connaît. chez nous, moi, dans la famille, j'ai beaucoup, on fait partie de la communauté, mais j'ai beaucoup de personnes qui travaillent et qui ont des postes à haute responsabilité. Et voilà, c'est. Et c'est vrai que moi, cette phrase, je l'ai mal vécue parce que on partage une histoire commune, toi et moi, parce on appartient à cette population qui est catégorisée par l'État français comme gens du voyage, arbitrairement, parce que d'ailleurs, ça veut tout dire et rien dire. Derrière cette étiquette, il y a Bien plein de sûr. groupes différents, les Yéniches, les Roms, les Sinti, les Manouches, etc. Et donc, c'est une insulte à tout un groupe qu'il a fait en nous faisant passer pour des moins que rien. Et surtout que c'est d'autant plus grave parce que nos ancêtres, à toi, à moi, ils ont connu des persécutions terribles. Et hier, on parlait ensemble, parce que hier, on était à la marche pour Raymond Gurem avec Christophe. Raymond Gurem, c'est un héros d'origine manouche, qui, avec sa famille, a fait diffuser le cinéma muet en France, dans les villes et les villages de France. Il était acrobate, circassien, et il a été interné dès 1940, alors qu'il avait 15 ans, dans un camp à l'Inès-Montlhéry, en arrivant depuis Rouen à la gare de Brétigny-sur-Orge. Et hier, donc, on était à Brétigny tous les deux pour rendre hommage à Raymond, pour rendre hommage aux internés du camp pour nomades, entre guillemets, de l'Inès-Montlhéry. Et pourquoi je raconte ça? Parce que hier, on a discuté ensemble et on s'est aperçu, Christophe, que moi, je ne le savais pas jusqu'alors, mais que nos ancêtres communs, moi, mon arrière-grand-mère, Maria Azaïs, et la génération de tes grands-parents ou arrière-grands-parents, elle a été internée dans le camp administré par la police française de Jargeau. Georges, ouais. Et moi, j'aimerais peut-être qu'on prenne quelques instants pour que tu nous parles un peu de cette histoire-là. Quand est-ce que tu as appris, toi, ces persécutions-là? Alors moi, je l'ai appris quand j'étais petit, mais ma famille a toujours été pudique là-dessus. Ils ont pas ils ont pas trop parlé de ça. Ça a toujours été, donc de temps en temps, j'arrivais à entendre euh, des propos sur ce sujet, mais ça a toujours été léger. Moi, j'étais jeune, donc j'avais pas l'âge de réagir à ça et de développer le sujet. Et étant donné que ma famille a toujours été, ils ont toujours voulu se mélanger à- comme on dit, au gadjo et parce que ils ont essayé de vivre, on va dire, sédentaire. Ils sont sédentaires. Euh, donc, euh, donc on n'a jamais pu trop parler. Mais après, moi, c'est vrai que c'est en connaissant Raymond qui a pris la parole parce que, comme on a pu entendre sur tous les témoignages qu'on a entendus hier, en général, tous les gens qui ont vécu ça, ils se taisent, ils veulent oublier. Ils ont tellement été martyrisés et ils ont peur que ça recommence.
Donc il faut oublier ça. Il faut essayer d'oublier ça. Mais malheureusement, on n'oublie pas parce que ça continue. C'est toujours présent. Et moi, en fin de compte, peu plus jeune, adolescent, tout ça, en écoutant les témoignages de Raymond Gurem, que ça m'intéresse et qu'aujourd'hui, quand je me présente quelque part, voilà, c'est pas le premier truc que je mets en avant en disant que je fais partie de la communauté des gens, des Yéniches, mais j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Voilà, que mes aînés on leur avait imposé de pas le dire, de s'infiltrer, de se lisser dans la masse. Voilà. Il y a un combat aussi à mener du coup pour la justice de ceux qui ont été enfermés, etc. dans les camps. Bah, un combat, oui, que ce soit reconnu par notre État. Merci Christophe, ça me semblait important d'en parler. Alors il y a aussi autre chose que je voulais évoquer, c'est que c'est toute la question de la reconstruction. C'est-à-dire que ça t'a beaucoup coûté tout ça, dans la mesure où tu as eu un harcèlement judiciaire qui continue, une privation de liberté, des bâtons dans les roues aussi. J'aimerais que tu nous parles de ça, c'est-à-dire que aujourd'hui le retour à la vie normale pour toi, il est quasiment impossible. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Alors impossible, ouais. Enfin, peut-être que le mot est fort, mais... Ouais. Il est possible avec insistance. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu dans les 5 dernières années, j'ai eu beaucoup de problèmes administratifs qui ne sont pas impossibles en soi, mais qui sont usants ou que j'y arrive pas du premier coup et qu'il faut que j'insiste pour pouvoir... Par exemple, je veux faire un petit crédit, j'y arrive pas. Je vais à la Banque de France, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec la Banque de France. Ils me disent non, tout va bien, monsieur, aucun problème. Et quand je vais dans une banque pour faire un crédit ou même dans tout ce qui est prêt à la consommation, j'organise le prêt à la consommation, tout ça, je suis bloqué. J'ai mon CPF qui est bloqué. CPF, c'est le compte de formation. Compte de formation. Je n'arrive pas à faire de formation. Donc j'ai à Pôle emploi, ou maintenant France Travail, où je me suis inscrit, ou que, pareil, impossible de me mettre à une formation. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, ou que j'ai essayé, mais... Et puis à un moment, ça, plus les problèmes après personnels qui sont là, qui sont présents, plus le côté financier, à un moment donné, tu as la tête sous l'eau. Et c'est pas bien. Donc c'est difficile, et donc c'est pour ça que pendant quelques années, j'ai pas été visible, on va dire. Mais bon, là, tout doucement, ça va mieux. Et alors d'ailleurs, avant de revenir un peu à comment tu arrives à t'en sortir maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tu as évidemment perdu ton travail suite à ce qui s'est passé, etc. au début. Alors, je n'ai pas perdu mon travail. Je fais encore partie des effectifs de la fonction publique. De la fonction publique. J'ai posé une disponibilité. Au bout de 4 ans, en fin de compte, j'ai perdu mon poste de responsable. Ils m'ont mis dans des petites mises au placard, on va dire. Voilà. Petites mises au placard, et alors, ça c'est côté professionnel. Et après, au niveau de la collectivité, beaucoup de conflits au niveau de ce qui était administratif. Le moins de petits détails, le moins de petits papiers, la petite virgule qui n'était pas au bon endroit. Il y avait toujours un conflit. C'était fatigant, c'était usant. Et donc à un moment donné, j'ai posé ma dispo, je suis parti. Et donc tu disais que maintenant tu arrives un peu à souffler, à respirer un peu, mais si tu y arrives, c'est aussi parce qu'il y a un véritable élan de solidarité qui est en cours. Et j'aimerais qu'on en touche quelques mots parce qu'il y a un collectif, un comité de soutien qui s'est créé et qui vise justement à t'aider à avoir une petite respiration face à tout cet acharnement étatique. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative ? Oui. Alors avant l'initiative, déjà il y a le fait de m'en revenir, de remontrer. Vraiment, j'ai attendu mes procès. J'ai attendu que mes procès se terminent parce que je voulais
je voulais pas mettre, on va dire, de l'huile sur le feu, et donc j'étais sage, j'ai attendu tous mes procès. Et bon, apparemment, j'ai tout perdu. Et donc là, j'ai commencé à reprendre le droit de venir retrouver les camarades, ce gilet jaune sur Paris, quelques ronds-points. Donc tout ça, ça me fait un bien de fou. Euh, il y a une humanité dans les gens et un soutien considérable. Je suis toujours, même si je suis prêt, je m'y prépare, mais quand je suis sur place, je suis toujours surpris des, de tout ce que je reçois. C'est super. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait du bien. Et oui, et puis il y a une initiative qui a été lancée. Donc c'est il y a plus qu'à. C'était cette personne à la base de l'initiative, c'est elle qui avait fait Plein de d'eau, qui était à l'initiative de Plein de d'eau. Et à ce jeu, voilà. Et aujourd'hui, donc, avant, cette personne vend des t-shirts pour m'aider. Voilà, pour m'aider. Donc, Les t-shirts, les plus faibles, on les défend. ouais, attends, je me permets, j'en ai un. Et ces t-shirts-là, du coup. Donc, ils sont de noir. Avec le micro. Ils sont noirs. Voilà, c'est ceci. C'est ceux-là. Le plus faible, on les défend. Donc, ça, ce logo, c'est un graffeur ukrainien qui l'avait fait sur le mur Black Line quand j'avais été incarcéré en prison. Il y avait un gros graphe sur le mur. Et là, ça, c'est ma phrase, peu on défend. Alors, au début, sur le graphe, en fin de compte, je suis en face de gendarmes, policiers. Bon, ça, fallait l'enlever parce que il y avait aucun but. Il n'y a aucun but encore de mettre ça, la haine, Non, c'est là le où la geste qui colère. compte. Voilà, après le symbole, tout le monde le connaît. Voilà, c'est. Voilà. Donc, voilà. Et comment les gens peuvent faire pour se procurer ce t-shirt? Faut aller sur le site yapika.org. Il a été mis dans le chat. Voilà, bah, Et envoyer un mail, je crois. c'est ça. Voilà. Et donc, tu le disais aussi en même temps que cette initiative, mais même un peu avant, tu t'es mis à retourner voir les gens, les camarades de lutte, parce que tu en ressentais le besoin, c'est ça? Ouais, j'en avais le besoin. En fin de compte, je leur en veux pas, mais ma famille, amis, voilà, ils voulaient que je me préserve du mouvement. Ils voulaient que j'abandonne. Mais je leur dis, je peux pas. Mais pour toi, c'est encore plus d'actualité. Bah non, mais je dis, c'est pas possible. T'es marqué au fer rouge. C'est tout. Donc, je leur ai demandé, je leur ai dit même, voilà, quand j'ai le jour où je pars, le jour où je meurs, je dis, je demande pas de faire un gros truc, mais je dis, je veux un petit truc en haut, à droite ou à gauche. Je veux un petit truc, GJ, voilà quoi. Ta famille, ça va au-delà de la lutte, quoi. C'est une Ouais, vraie- non, mais ça va de la lutte là, c'est énorme, mais. c'est des gens qui t'ont porté, qui t'aident, qui sont prêts à tout pour s'entraider. Non, mais c'est énorme, et puis même, même ceux qui mettent pas, la cause en soi du gilet jaune, 6 ans après, on avait raison. Ils avaient raison, ces gens. Tous ces gens dont je faisais partie, on avait raison d'être là, de se déployer, d'être présent dans toute la France. Alors, avant de parler justement de ces 6 ans des Gilets jaunes, il y a un dernier truc que je voulais te demander, enfin, peut-être pas le dernier, mais une des dernières Ouais. choses sur toi personnellement. C'est est-ce que maintenant que tu retournes un peu de temps en temps en manifestation, dans des événements militants, est-ce qu'il n'y a pas quand même de l'inquiétude parce que tu es pris quand même pour cible et il y a la peur qu'à la moindre faute, entre guillemets, tu sois à nouveau pris pour cible? Oui, oui, alors la peur, même sans faute, hein, j'ai peur. Même si je fais pas de faute, j'ai peur. Mais j'ai la chance, je suis tout petit. Il me voit pas. Non, non, ouais. Non, mais bien sûr que j'ai peur. J'ai peur à chaque fois. Je suis inquiet. Je suis inquiet, ouais. Parce que malheureusement, ils nous ont prouvé à plusieurs reprises ils ont esquinté des camarades gilets jaunes. Aujourd'hui, ils sont mutilés alors qu'ils faisaient rien. Ils étaient pacifiques. Ils faisaient rien, ils bougeaient pas. Ils engrangeaient pas la haine.
Et voilà, et on a eu on a eu des camarades mutilés comme ça. Et d'ailleurs, Donc, tu dis souvent que rien que pour eux, il faudra continuer jusqu'au bout, quoi. ah bah oui, oui, c'est ça. Moi, aujourd'hui, quand quand je vois les 6 ans du mouvement, mais donc il faudra continuer, il faut continuer à mener le combat. Mais pour nos camarades qui sont fait mutiler, il faudra réclamer une justice, mais une vraie justice, une justice qui soit reconnue victime de ces abus policiers, qui soit, qu'ils aient, qui soient pris en charge pour leurs soins, voilà, aujourd'hui ils ont eu les mêmes difficultés de moi, plus une mutilation. Je, je, je sais pas, je les respecte plus que tout ces gens, ces personnes, ces camarades, parce que, ça va pas être simple tous les jours. Et franchement, bah, voilà, ils ont monté un collectif et c'est cool parce qu'ils se soutiennent entre eux. Les mutilés pour l'exemple. Ouais, les mutilés pour exemple. Et, et voilà, et puis bon, c'est pareil, nos camarades mutilés, voilà, je sais qu'il y a une association, il y a une cagnotte qui est faite pour eux, il faut les aider aussi parce qu'ils ont besoin de soins, ils ont besoin de se déplacer, ils essaient d'entamer des procédures pour qu'ils soient reconnus victimes, et c'est pas gagné, mais bon. Et Christophe, pour toi, le mouvement des Gilets jaunes, il est vivant, tu le vois, pour moi aussi, il y a des ronds-points, etc., qui tiennent toujours 6 ans après, Ouais. et c'est assez extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ce mouvement, il est mort, que c'est du passé? Et non. Bah non, je leur réponds non, il est pas mort. Et il est plus maintenant un peu plus local. Et en veille, quoi. Ouais, c'est en veille, mais il est un peu plus local, donc on peut le retrouver un peu plus localement dans certaines communes ou dans les petites régions, tout ça. C'est sûr que c'est plus les grandes manifs qu'il y a pu avoir. Mais parce que oui, je pense que c'est en veille. Après, est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes et les Gilets... Je sais pas, il y aura peut-être un autre... déjà, à un moment donné, un jour, il y aura quelque chose. Même si ce sera le peuple en soi, ce sera tout simplement. Mais aujourd'hui, le mouvement n'est pas mort. Au contraire, Et la colère, elle est toujours là. bah, la colère est là, et puis elle a de quoi être là, parce qu'en 6 ans, c'est pire. C'est pire. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Notre démocratie, même la démocratie, ils nous la volent. Les urnes ne sont pas respectées. Euh, ouais, c'est impossible, c'est pas possible. Moi, réellement, il y a en 2018, j'avais pas de connaissances, j'avais aucune connaissance en soi j'avais pas le temps de m'occuper de la politique. Et là, en quelques années, les peu d'informations que j'ai pu prendre, en fin de compte, des fois, j'aurais préféré ne rien savoir. Parce que aujourd'hui, c'est très dur de vivre avec ça quand on sait les valeurs de notre pays, liberté, égalité, fraternité, et quand on sait, quand on voit que notre pays est gouverné et géré, euh, c'est pas la République, c'est la République. Et moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Quand tu dis que t'aurais préféré ne pas savoir, c'est que Mais c'est dur de vivre tranquillement en voyant en ouais, étant c'est conscient ça. de tous les problèmes. En voyant, c'est ça. La justice. Les injustices, ouais, la pauvreté, les, euh, les médias aujourd'hui, les médias qui sont pas des médias, c'est juste des porte-paroles de certaines personnes, et c'est horrible. C'est pas de l'information, ça. En fin de compte, avant, je me rendais pas compte de tout ça. Et là, il y a un petit éveil de ma part. Et... Grâce aux Gilets jaunes, du coup, ça Ah a oui, été bien une sûr, vraie prise de conscience politique. grâce aux Gilets jaunes, grâce à ce qu'ils m'ont fait subir. C'est simple, En fait, ils ont recruté. quand j'ai vu quand j'ai vu parler de moi quand je les ai vus parler de moi aux informations qu'ils étaient capables de raconter. Bon, j'ai regardé la télé en prison. Je suis sorti de prison, j'ai pas regardé la télé. J'ai arrêté. Je commence à la rallumer depuis quelques mois là, où je commence
un petit peu à la rallumer et à regarder des trucs intéressants, on va dire. Voilà. En fait, ils ont cru t'éteindre, t'étouffer, te mettre à genoux, mais ils ont renforcé encore plus tes convictions. Ils ont failli me mettre à genoux et j'avais la tête sous l'eau pendant quelques temps, c'était difficile. Mais aujourd'hui, oui, oui, ils ont nourri, donc là, ils nourrissent la bête, on va dire, tout doucement. Ouais. Donc, je suis pas encore, au point, mais j'espère l'être dans quelques temps, mais ouais. Et puis on a pu constater aussi ces derniers mois que tu as eu des prises de position fortes, Ouais. notamment dans le cadre de la campagne, on en parlait un peu tout à l'heure, de la Ouais, question des voyageurs, la campagne voyageurs contre le RN, où tu as eu une prise de position lors des élections législatives anticipées, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça a fait beaucoup de bruit. Tu as la vidéo, ton témoignage dans le cadre de cette campagne militante, il a fait beaucoup de bruit. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Oui, bah, bien sûr, je peux en dire quelques mots. Donc moi, de base, je voulais pas prendre un parti, une décision, un parti politique ou pas, parce que je suis, on va dire aujourd'hui, je suis pas partisan. Mais, mais malheureusement, notre pays actuellement est quand même, je trouve pour moi, fasciste, déjà de base. Euh, et ils me l'ont prouvé à plusieurs reprises, on va dire. Juste sur moi, sur mon interpellation, sur mon emprisonnement, Et connaissant ce que mes anciens ont vécu, ouais, là c'est le RN ou NFP, bah voilà quoi, là si je peux intervenir et dire un mot, oui, bah, je me permets de prendre une décision et je le fais. Parce que, je veux pas du fasciste au pouvoir. Et voilà, il est déjà assez important. Il est déjà assez présent. Donc voilà, donc j'ai pris une position, oui. Pour ces élections, oui. Et du coup, comment tu décides aujourd'hui, comment tu choisis de te positionner sur certains sujets? Parce que je pense que tu dois être beaucoup sollicité. Comment ça se passe? Tu es entouré, etc. Parce que tu dois avoir beaucoup de sollicitations quand même, hein. Oui, oui. Comment tu Euh, vis ça aussi, le fait bah, qu'on te demande de te positionner, etc. Me positionner politiquement. Oui, ou dans des causes, dans des luttes, Euh, alors, d'être alors, identifié publiquement en fait. ouais, identifier publiquement, bah non, bah je le vis bien, ça va. Je le prends tranquillement, on va dire. Je sais que c'est un acte. L'acte du 5 janvier a été fort. Je sais que je vois dans la rue, les gens ils me reconnaissent encore régulièrement. Donc oui, je suis beaucoup demandé, mais bah, j'y vais que si je peux, si je veux, je suis disponible, tout ça, je me présente, j'y vais. Et non, je le vis bien. Je le vis vraiment bien et euh, bon, je sais pas. Et donc, si jamais il y a un retour en force de la colère comme à l'époque des Gilets jaunes, tu seras partie prenante Ouais, je serais directement, partie prenante, ouais. Bon, après, bien sûr, oui, je serais partie prenante, oui. sans hésitation. Sans hésitation, oui, oui. Non, après, bon, ce qu'il faut réellement, c'est une masse. Mais sans violence. Le problème qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, j'arrive à aller en manif un petit peu. Alors, en général, je fais pas toute la manif, je fais les départs et, et je m'en vais après. Parce que j'ai peur en soi, voilà, pour être franc. J'ai peur. Maintenant, les manifs sont tellement réduites que les policiers, déjà quand on arrive, ils ont pas de cas sur la tête, tout ça. On voit, c'est cool, c'est plus tranquille. Maintenant, c'est sûr que si demain il y a une grande masse, même si elle est juste statique, sans faire de bruit, sans crier, sans casser, sans rien, c'est sûr que notre politique forcera et que c'est eux qui créeront la panique. Donc je sais pas, moi réellement demain, si ça rebouge, oui, bien sûr, faudra essayer. Il faudra essayer une grosse masse statique qui bouge pas. Mais la masse, le nombre. Et aujourd'hui, tu es plutôt optimiste par rapport à ça? Tu penses que c'est possible? Ou au contraire, tu te dis que
c'est compliqué. Bah, je me dis que c'est très compliqué parce que justement, ils ont notre État a tellement martyrisé tous les manifestants, entre tous les mutilés, tous les gens qui ont été blessés, les incarcérations, les gens qui ont été des amendes, reçu des amendes abusives, des GAV abusifs. Euh, donc voilà, il y a une répression tellement énorme. Voilà quoi, ils nous ont privés du droit de manifester, qui est un droit qui fait partie de cette Constitution française. Voilà, et aujourd'hui ils respectent plus aucune règle. Donc oui, donc les gens ont peur. Les gens, s'ils viennent manifester pour la vie chère et qu'ils repartent avec 135 euros d'amende, s'ils sont un couple, bah, c'est 270 balles. Ben, c'est pas possible. Tu viens une fois, tu viens deux fois, t'arrêtes. Voilà. Donc ça, ils ont découragé les gens à venir. Donc je me dis que c'est compliqué. Mais les gens réellement sont encore là. Et je me dis qu'un jour, je sais pas si ça sera le gilet jaune en soi. En tout cas, il y aura des gilets jaunes dans cette révolte. Et il y aura quelque chose. Mais il faut la masse. Il faut du nombre. Bon, je pense qu'on va se tourner un peu vers les questions du chat parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont des questions à te poser. Il y a notamment Valeur Anarchiste, que je salue d'ailleurs, qui demande comment Monsieur Détinger vit son statut, entre guillemets, de héros du peuple. Bah, je le vis à mon insu, hein. Je sais pas ce que je voulais, moi, mais non, bah, je le vis. J'essaie de le porter sur mes épaules et en tout cas, je remercie tous les gens qui me considèrent comme ça et je ferai toujours de mon mieux pour respecter ce qu'on me donne, on va dire. Voilà. Alors, il y a un autre témoignage sur le chat de Calmister, qui dit Christophe, sur un ton plus léger, je me rappelle que le soir de la diffusion des images, j'étais allé à la salle pour boxer un peu et tout le monde, toute opinion politique confondue, parlait de des entraînements hyper propres, même face à un bouclier. Je pense, et là, ça peut être intéressant parce que du coup, avec cette remarque, on peut peut-être parler un peu de la boxe et nous parler un peu de ton parcours au niveau de la boxe, comment ça s'est passé. Oui, moi, la boxe, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, donc j'étais pas fait pour la boxe en soi, réellement. J'étais pas bon. Dès que je voyais mais à force de m'entraîner, c'est un jour mon entraîneur, il me l'a avoué à mon deuxième titre de champion de France quand j'avais 15 ans, j'ai commencé la boxe à 11 ans. Il m'a dit, bon Christophe, il faut que je sois honnête avec toi. Il me dit, quand je t'ai vu arriver dans la salle, il me dit, je te donnais 3 semaines. Il me dit, puis tu es rentré. Et il me dit, t'étais accroché, t'as été sérieux, t'as été motivé, et puis t'es arrivé à ça, et voilà. Donc mon parcours, moi oui, j'ai fait l'éducatif de 11 ans jusqu'à mes 14 ans. Après amateur, donc amateur, c'est les box amateurs, c'est qu'on a le droit d'appuyer les coups, on va dire. La boxe éducative, on n'a pas le droit, c'est juste à la touche. À 14 ans, on peut commencer la boxe amateur. De 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc où j'étais en équipe de France, où j'étais champion de France toutes les années. J'ai fait 3e au championnat d'Europe en 99. Après, j'ai eu une interruption de la boxe. J'ai eu une interruption pendant 3 ans. J'ai arrêté la boxe pendant 3 ans. Entre tes 18 et... Entre mes 18 et mes 21 ans, ouais, j'ai arrêté la boxe. T'avais envie de prendre une pause ou... J'ai été... toujours un petit... Je suis quelqu'un de gentil, tout ça, mais j'ai quand même mon caractère et j'étais pas d'accord sur mon résultat au championnat d'Europe avec l'entraîneur de l'équipe de France. Donc en fin de compte, je boxais une personne qui était très expérimentée. J'étais en demi-finale du championnat d'Europe. C'était des 5 rounds de 2 minutes à l'époque. Et au 4e round, j'avais 2 points d'avance en faisant une boxe offensive. Alors moi, là-bas, je fais pas une boxe offensive, je suis plus dans la technique, la défense, en reculant. Sauf que là, j'avais un boxeur en face de moi qui était très expérimenté. Et je me dis, si je laisse mener le combat, si je laisse mettre la dynamique à lui en place, je vais pas réussir. Donc j'ai pour une fois, c'était mon combat à plus haut niveau. J'ai eu
cet orgueil de me dire vas-y j'y vais, c'est moi qui avance, c'est moi qui mène le combat, c'est moi qui mets mon rythme. Et j'avais 2 points d'avance au 4e round et là mon entraîneur il me dit ouais dernier round tu tournes, tu tournes, tu tournes. Je dis non je tourne pas, je continue à attaquer. Je dis mais si tu tournes, tu tournes. Bah, j'ai tourné, bim bam, je reprends 2 points, je repère mes 2 points, je reprends 2 points de retard et je finis le combat au match nul. Je finis le combat à match nul et en fin de compte, le boxeur étant plus expérimenté que moi, il gagne la demi-finale. Donc, tu en as voulu être Donc j'en ai voulu à l'équipe de France et vu que je suis un peu, j'ai mes défauts comme tout le monde, hein. Tout le monde, c'est vrai que quand je vois tout le monde me sort des qualités, mais j'ai des défauts, vous inquiétez pas. Et donc voilà, on était en Hongrie, je crois, ouais, on était en Hongrie et j'arrive à l'aéroport et tout le monde prend le bus pour rentrer en équipe de France, ben moi je prends le taxi. Je suis jamais revenu à la boxe. Et après, 3 ans après, tu 3 ans reviens. après, je suis retourné à la boxe. En fin de compte, étant donné que j'ai pas eu trop de jeunesse pendant la période des entraînements, équipe de France, vu que c'est un travail quand même le haut niveau est quand même assez conséquent le travail. Donc j'ai un peu plus profité de ma jeunesse quand j'avais pris un travail tout ça et puis à un moment j'ai repris mon sac de sport pour retourner à la salle En boxe professionnelle là. Mais non, j'ai encore amateur. Même à la base je voulais juste choisir. Je voulais juste me reprendre une activité parce que quand t'as pas couru depuis 3 ans, quand tu t'es mis à fumer, la cigarette, tout ça, t'arrives plus à faire physiquement ce que tu faisais avant. Donc j'ai voulu reprendre une petite hygiène de vie. Donc voilà, la boxe, je connais, c'était mon sport. Donc j'ai voulu retourner à la salle et puis au bout de quelques semaines, j'ai mon entraîneur qui organisait un gala et il me dit ouais tu veux boxer Christophe? Je dis pourquoi pas, il me dit on a un mec. Je dis vas-y si tu veux, on fait un petit combat comme ça. Et sauf que dans ce petit combat, je le gagne, mais je prends beaucoup de coups quand même. Et j'étais pas content. Donc je redemande une revanche. Et là l'entraîneur il me dit mais tu veux pas faire de compétition Christophe? Il me dit la seule revanche que je peux proposer, c'est le championnat de Paris. Et le championnat de Paris sont qualificatifs pour les championnats de France. Il me dit il y a que là que tu pourras le boxer. Il a fait exprès je pense l'entraîneur. Mais je dis j'ai envie de le reboxer. Il faut que je le reboxe. Là il m'a mis, je gagne le combat mais j'ai pris trop de coups là, je trouve. J'étais pas content. Et donc en fin de compte, je me reprépare. Je vais reboxer 1 mois et demi, 2 mois après pour le championnat de Paris. Ou que je fais ma prestation, que je boxe, ou que là je gagne mon combat correctement. Et donc là je suis satisfait de moi et donc je qualifie pour le championnat de France. Donc je retourne dans le. C'est en quelle année de championnat? Donc c'est championnat de France 2002, donc l'année de septembre 2002 jusqu'à 2003. Donc c'est championnat de France 2003. Et je retourne dans le parcours du championnat de France, où que là je boxe des mecs des super boxeurs qui sont en plein boom. Et je redeviens champion de France cette année-là. Ça a été même mes anciens collègues de boxe de l'équipe de France, quand je les voyais dans les compétitions le soir, ils me disaient Christophe, il me dirait pour un retour c'est bien, t'as fait un beau parcours. Mais là ce soir tu boxes lui, franchement ça va être chaud. J'en verrai. Enfin, je me suis pas pris la tête. Je me suis pas pris la tête du tout. Je me suis mis aucune pression et je suis redevenu champion de France. Donc l'équipe de France me demande de réintégrer les locaux de l'équipe de France. Donc je réintègre les locaux de l'équipe de France. En juin 2003, je redeviens champion de France en 2004. Je suis là je suis le boxeur pour partir aux Jeux Olympiques avec la France dans ma catégorie. Et en fin de compte, en rentrant en équipe de France en juin 2003, étant athlète de haut niveau, alors que je l'étais plus sur les listes, mais j'aurais dû te rémunérer un petit pécule tous les mois, l'histoire de pouvoir vivre un petit peu, toi. Et étant donné que je n'étais pas sur les listes d'athlètes de haut niveau, il fallait attendre la rentrée l'année civile, donc janvier 2024. Il m'avait dit que j'aurais une petite prime à cette époque-là. 2004. En janvier 2024. 2004, pardon, excuse-moi. Ouais. C'était mon année de naissance. En janvier 2004, pardon. Et en fin de compte, janvier, février, mars,
pas de prime. Donc j'ai claqué la porte d'équipe de France. Alors, donc je suis la seule catégorie qui n'a pas été représentée à Athènes 2004. Et donc pour toi, en fait, il y avait une différence entre la boxe en tant que sport avec des règles et des principes et les pratiques un peu des fédérations et des organisations. Il y avait un décalage, non? Dans le traitement entre le sport, ses valeurs et ses principes, et un peu des fois les pratiques des fédérations où tu recevais pas les pécules, etc., quoi. Ah oui, bah non, bah après c'est après moi la personne avec qui j'avais vu ça au mois de juin 2023 2003 quand je suis revenu en équipe de France, il m'a expliqué les trucs, je dis bon OK, moi j'ai un peu d'argent de côté donc je peux tenir jusqu'à décembre, jusqu'à janvier. C'est serré la main, il me dit vas-y, je te fais confiance et voilà, et après moi le truc qu'il y a c'est que dès que le rapport de confiance il est brisé, c'est plus possible. Je n'arrive pas à faire semblant. Je... Pourtant, je suis tolérant quand même. J'ai une grosse tolérance qui Il y a des m'est. limites, quoi. Ah ouais, non, mais il y a des limites. Dès que je peux pas croiser un mec tous les jours à l'entraînement et qui s'est foutu de ma gueule. Et donc oui, il y a un gros problème là-dessus. D'ailleurs, il y a Sentier Battant dans le chat qui posait une question et qui demandait: Bonjour Christophe, comment as-tu vécu les réactions de la fédération de boxe à ton encontre? Très insultante pour moi. Euh, Mais voilà, mais je pense que leur réaction a été due par rapport à moi, la personne que je suis. Je suis une personne qui sait prendre des décisions quand elle a envie de les prendre. Donc, en fin de compte, la fois où je suis parti en 1999, parce que j'étais pas d'accord avec la décision de l'entraîneur, et en fin de compte, après, ils m'ont récupéré en 2003 parce que j'ai battu tous les gars qui étaient prévus pour le championnat, au niveau du championnat de France, j'étais champion de France. Donc en fin de compte, ils m'ont repris pour l'équipe de France. Mais voilà, ben donc voilà, donc je Tu pense n'étais pas plus étonné que ça de leur non, non, réaction? bah non, non, mais je pense que c'est une question de vengeance. Après, je sais pas. Maintenant, après, c'est sûr qu'après, après vengeance ou pas, après, si dans les propos qu'ils ont eu, vengeance. Après, qui me dénoncent, qui donnent mon nom, on va dire ça, je trouve ça normal. Si les forces de l'ordre viennent leur demander le nom, qui donne mon nom, on voit que j'ai un type boxeur typé européen en France, on est deux trois. Oui, donc qui me dénonce, c'est tout à fait normal. Maintenant, après les propos, non, leurs propos ont été insultants. Parce qu'ils me connaissent en plus et tous les gens, bah, je remercie là-dessus mon entraîneur Jacques Stronsos qui m'avait défendu corps et âme, qui savait très bien que le garçon que je suis et qui savait très bien qu'il y avait eu un problème si j'avais réagi comme ça. Je suis pas quelqu'un qui. Oui, puis en faisant de J'ai la pas la boxe, haine, tu as j'ai pas eu. la haine du policier. En Loin faisant de de la là. boxe, en plus, tu as eu des principes, je pense que et que c'est pas de taper les gens Ah oui, non, moi sans je tape, raison, bien sûr, violemment. c'est Enfin, ça. Oui, oui, non, mais alors la boxe, c'est un sport violent pour certaines personnes. Maintenant, la boxe, on l'appelle le noble art. C'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Et à un moment donné, au début de saison, je vais vous dire un exemple, il va y avoir 100 boxeurs dans une salle. On va venir 100 boxeurs. Parce que tout le monde a envie de boxer, tout le monde a envie de taper, tout le monde a envie de ça. On revient 2 mois après, il en reste 5. Eux, c'est des gens qui boxent. Voilà, simplement. C'est pas donné à tout le monde de savoir. Il y a un dépassement de soi, il y a la concentration, il y a l'acceptation. Tu prends des coups, et tu peux pas les redonner n'importe comment. Il faut réfléchir. C'est un sport, c'est une partie d'escrime. Moi, j'ai toujours appelé une partie d'échec la boxe. Parce que moi, la boxe, tous mes adversaires étaient plus forts que moi. Tous les mecs que j'ai eu en face de moi, ils étaient plus forts que moi. Sauf, ouais, il fallait réfléchir pour les boxer. C'est tout. Voilà. c'est une tactique. C'est une tactique. Moi, c'est une partie d'échec pour moi. Et maintenant, du coup, la boxe, c'est derrière toi. De temps en temps, tu vas quand même voir des entraînements, assister à des combats ou des trucs du genre? Bah non, parce que qu'on a beau dire ce qu'on veut, j'ai pu le remarquer. J'étais invité avant les affaires Gilets jaunes, j'étais invité à tout. Parce que moi j'ai arrêté la boxe en 2003. J'ai été invité dans tous les galas de boxe de la région. Et réellement, depuis cette affaire, je suis plus invité. Même là, on a décidé de te mettre sur la touche, quoi. Bah non, mais après, tout est lié. Hein. Hmm. On va dire ce qu'on veut. Hein. Euh, Politique, au président, ministre, préfet, maire, association.
Et moi, avant, j'étais dans ma région, j'étais le boxeur invité avec le parcours que j'avais, aussi bien amateur que professionnel, pour récompenser les petits jeunes ou un camarade boxeur ou les petits jeunes qui évoluaient. Voilà, et puis voilà, puis donc, en même temps, il y avait une petite présentation de moi, du parcours que j'avais effectué, un gamin de la région. Aujourd'hui, ça c'est fini, ça, il n'y a plus. Je... Alors, je suis pas interdit de. Si j'y vais, je paye ma place, j'y vais. Tu reçois plus d'invitation. Mais Et non, comment tu le vis, ça? bah, c'est un truc de plus qu'on te rajoute sur le dos, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc voilà. Et comment tu sens la suite, là, maintenant, des choses? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Sur quoi tu as envie de te concentrer comme projet pour réussir à lier le travail, les engagements? Enfin, tu as des idées, tout ça? La suite, je sais pas. Je suis en pleine reconstruction, on va dire. Ça va mieux, beaucoup mieux. J'ai un peu relevé la tête. J'ai des problèmes personnels qui se sont un petit peu, on va dire, arrangés. Euh, Après là, réellement, j'ai le côté professionnel, ou que j'ai un doute. L'année dernière, je travaillais, donc j'ai quitté la fonction publique, mais après je m'étais mis en tant qu'intérimaire et je ramassais les poubelles. Je versais tous les mois, parce que j'ai essayé de fuir les huissiers, bon, qui arrivent pas longtemps, hein, qui rattrapent vite. Donc après j'ai été jugé pour ça, j'ai eu un jugement, et puis je devais payer tous les mois des dommages et intérêts aux gendarmes. Sauf que eux, donc je payais tous les mois, et puis un jour ils sont quand même venus au domicile où j'habitais, pour faire une saisie, et alors que je payais. Et bon, ce jour-là, moi j'étais pas présent. Et après, ils ont voulu faire des saisies, ils m'ont fait des saisies sur compte. Donc j'ai eu des 1500 euros, 1300 euros. Là, cette année, j'ai eu deux trois saisies mais il n'y avait pas d'argent sur le compte parce que j'ai arrêté de travailler en fin de compte. J'ai arrêté de travailler pour plus avoir d'argent sur mon compte. Mais bon, je sais que c'est temporaire parce Ah, que. tu te dis aussi à quoi bon travailler si à la fin tu as tout ton Non, argent mais qui c'est est ça, pris voilà. pour des saisines. Donc, je sais que c'est temporaire. Va falloir que je reprenne les choses. Voilà, mais en tout cas, il fallait que je remonte un petit peu la tête. Et, et en fin de compte, donc ils font des saisies sur mon compte d'une hauteur de 7000 euros. Mais j'ai pas d'argent sur le compte, donc ça m'entraîne des frais bancaires. Voilà. Et à chaque fois, c'est les 130 euros de frais bancaires voilà, qui partent dans le vent. Voilà. Donc ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Depuis quelques mois, ça s'est calmé. Donc je verrai essayer j'ai rendez-vous là cette semaine. J'ai rendez-vous à France Travail. Je vais réessayer parce que moi, en fin de compte, j'ai mon poids lourd, mon permis poids lourd, mais il me faut ma FIMO. Une FIMO, c'est une formation qu'on renouvelle tous les 5 ans. Et là, ma FIMO, je n'arrive pas à la renouveler. Donc, moi, je vais y retourner cette semaine et je vais leur demander, je veux mon renouvellement de ma Quand FIMO. tu demandes le renouvellement, on te dit c'est pas possible. Ouais, non. Ouais, on comprend pas, c'est bloqué, ça ne fonctionne pas pour vous. Un acharnement. Mais voilà, donc, bon, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. J'espère que cette année. Donc on verra bien cette année, je vais essayer, on verra bien, je croise les doigts. Je perds pas espoir, on va dire, voilà, c'est bon, je me dis qu'à un moment donné, ça va peut-être passer, hein, je sais pas, on va voir. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est Xournis. Ah, putain, les amis, des fois vous avez des pseudos un peu compliqués, mais qui dit on attend quoi pour faire une cagnotte? Alors si je me trompe pas, il y a eu d'autres tentatives de cagnotte, mais à chaque fois c'est bloqué. Ma cagnotte, dès que c'est nominatif, c'est bloqué parce que quand j'ai perdu mon procès pour la cagnotte Litchi, ou que bon voilà, j'ai pas eu la cagnotte Litchi, tout de suite, dans la semaine, j'ai réagi parce qu'il y avait eu la cagnotte du policier justement sur GoFundMe. J'ai fait une cagnotte sur GoFundMe, j'ai marqué du diesel pour détinger, pour m'acheter une voiture et pour manger un peu de homard. Bon, voilà. Ou que j'arrive à récolter 20 000 euros en 4 jours. Mais elle a été supprimée. Voilà. Et bon, après. C'est systématique, quoi, c'est l'administration. Après, j'ai pas essayé de refaire d'autres. Voilà, mais... j'ai pas.
C'est pour ça que le meilleur moyen, c'est aujourd'hui de soutenir en l'état, je pense, de ce que je perçois, c'est quand même de soutenir via le comité de soutien et via les t-shirts sur le collectif, le site Il y a plus qu'à. Donc si vous voulez soutenir Christophe, je pense que c'est quand même la meilleure des manières concrètement. Enfin, Oui, oui, pour le soutien financier. Après, il y a tout ce qui est le soutien symbolique que tu reçois aussi, qui est tout aussi important. oui, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, actuellement, pour l'initiative, oui, c'est. Parce que c'est vrai que ouvrir des cagnottes à chaque fois, si elles sont fermées, ça revient à lancer des procédures et c'est un peu infini, quoi. Après, moi, je n'ai pas lancé de procédure là, pour GoFundMe. Maintenant, après, Les gens ont été remboursés sur la deuxième de GoFundMe ou... Oui, 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 les gens ont été remboursés. Mais. Et par contre, pour la première, tu comptes vraiment aller au bout. Cassation, mais les gens sont remboursés parce que même je m'étais renseigné que j'allais en cassation si les gens pouvaient être remboursés. Mais le truc qu'il y a, c'est que les gens, ils sont remboursés au fur et à mesure, au compte-gouttes, sur la cagnotte Litchi. Ils sont remboursés. Ouais, des fois, je croise des gens. Bah, tiens, la semaine dernière, j'ai reçu un mail comme quoi que maintenant, les gens, ils sont réticents parce qu'il faut redonner les coordonnées bancaires. Et ça, ils veulent plus parce qu'avec le nombre de piratages qu'il y a eu, tout ça. Je trouve ça dommage parce qu'il faudrait que les gens, bon, ils soient remboursés. Il y a quelqu'un qui demande, la belle In66 qui demande, on a une idée de date pour la cassation? Alors, septembre. Ça devrait être pour ouais, cette année ou l'année prochaine, au pire. Plutôt l'année 2025. 2025 ou 2026. On m'a dit que c'était long. Attendre 1 an et demi, 2 ans. Bon, il y a quelqu'un qui demande chez Otars dans le chat, bah, pour les t-shirts, j'ai pas trouvé où on les prend sur le site. Il y a un bel article et l'annonce pour les t-shirts, mais il n'y a pas moyen de les acheter. Alors en fait, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il faut envoyer un mail, c'est ça? Envoyer un mail, ouais. Aya plus qu'à protonmail. Aya plus qu'à @protonmail. Oui, il y a le choix qui a été fait de .com. pas vendre sur le site, mais Ouais. mais d'envoyer, de Et passer après, par vous mail. aurez, un interlocuteur et qui vous expliquera Il y a Asino dans le chat qui demande si le CRS a menti sur ses blessures ou pas pour avoir, en fait, je suppose, une telle somme de dommages et intérêts. Comment il l'a Bah, moi, justifié? je sais pas. Après, moi, quand j'ai vu les deux CRS, les deux gendarmes mobiles, ce qui était marrant, c'est que leur visite médicale, l'examen médical qu'ils avaient passé, il était daté et signé à la même heure. Déjà, ça. Et après, le CRS, donc celui que j'ai retiré de Gwenaël, la dame qui était au sol. Je sais pas, j'ai jamais rencontré. Ses blessures, il parlait d'un hématome à la cuisse, tout ça, mais bon, il a réclamé par contre 20 000 euros de préjudice moral. Donc, en tout, c'est 45 000 euros, mais dans les 45 000 euros, il y a 20 000 euros de préjudice moral. Le maximum, enfin, il a essayé le maximum qu'il pouvait récupérer. Alors, réellement, en soi, j'en ai même pas à lui. Est-ce que c'est lui ou c'est ce que le système qui a imposé de faire ça? On va dire sa hiérarchie, donc après, je sais pas. Mais tu te sens dans quel état d'esprit? Tu as envie de tourner la page de toutes ces affaires ou de quand même continuer à te battre jusqu'au bout pour que la justice soit faite? Pour ma. Alors maintenant, si une justice peut être faite, oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, où je vais un peu mieux mentalement, voilà. Oui, bien sûr, ça me dérange pas de me battre pour que la justice soit faite. Après, réellement, je vous cache pas que si je peux avoir un souhait aujourd'hui, si moi on me laisse comme ça et que on rend justice déjà à tous les mutilés, ça me convient. Et ça ta priorité? Qu'on me laisse, moi je m'en fous, moi, c'est pas grave, c'est bon, ça va. Qu'on rende justice, qu'on rende justice à tous nos mutilés, toutes nos personnes qui ont été incarcérées abusivement, on va dire. Voilà. Ceux qui ont fait les cons, ils ont fait les cons, bah tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, il y a eu tellement d'interpellations abusives, des gens qui ont rien fait, il y a eu tellement de mutilés, de personnes blessées, voilà, qu'on rende justice à tous ces gens, à tous nos camarades. Et là, on en est loin pour le moment. Ah, on est très loin là, je sais pas, je comprends pas les valeurs de ma France, toi. Comme je disais avant de me rendre la vidéo, j'aime mon pays, j'aime ma France et
Voilà, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on se bat. Mais ouais, c'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Il y a chez Otars qui dit dans le chat d'accord, merci Christophe, et force à toi, cousin Yanis. Je suis dédingère de mon père et coche de ma grand-mère, Mhm. et on peut dire que nos ancêtres ont de belles valeurs et un beau combat. Force à toi, en tout cas, très sincèrement. Ce que je reçois, c'est magnifique. Et tous les jours, en fait, non, il y a des gens qui, Ah, enfin, souvent, quoi. pas tous les jours dans la rue, mais ça arrive, oui, ça arrive, Les ça gens arrive s'identifient au régulièrement. geste, en fait, plus que même à l'homme, quoi. Le fait de défendre quelqu'un qui est à terre, comme Le fait ça. de défendre quelqu'un et après de savoir la personne que je suis, en fin de compte, voilà, c'est ça. Tous les gens que je rencontre, beaucoup me disent ne change pas, reste comme tu es, Christophe. Et j'ai pas envie de changer, je suis comme ça. Après, je sais pas. Que je suis moi, donc je cache, je joue pas un rôle, donc j'ai pas envie de changer. Donc voilà, mais les gens, oui, ils sont. Après, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un, de base, je suis quand même pudique, je suis réservé, je suis pas quelqu'un qui me met en avant forcément. À part, on me voit parce que je suis grand, j'ai pas un physique facile. Voilà, donc, mais voilà, donc après, à côté de ça, les gens me respectent et m'apprécient pour la personne que je suis, qui est, voilà, Oui, puis qui surtout que c'est est assez humble et voilà, sympathique, voilà. un Et à geste. l'écoute, et moi j'écoute, j'essaie de donner du temps quand je peux à tout le monde, voilà. Puis c'est un geste qui était profondément désintéressé, c'est ça que je pense Ah tous les oui, gens oui, aussi, bah, c'est bien qu'au sûr. contraire, t'avais rien à gagner, mais t'as beaucoup perdu, quoi. Ah oui, oui, bah oui, non, j'avais rien, oui. Que j'avais rien gagné. Bon, après, j'ai gagné le soutien et la sympathie de beaucoup de Français, de beaucoup de citoyens français, voilà. Puis la question de l'honneur aussi. Enfin, il y avait Oui, ce c'est slogan ça. force et honneur C'est pendant les ça, Gilets mais jaunes. malgré médiatiquement ce qu'ils ont pu faire de moi, vouloir me salir, tu vois, j'ai le. Tu sais au fond de toi-même que t'as fait la bonne chose. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est ça le Et principal. les gens, et je sais que ouais, les gens je sais pas respecter, mais euh, me, me saluent, ont des propos sympathiques, bienveillants, réconfortants, tout ça, solidaires avec moi, voilà, pour ça. Et alors, il y a beaucoup de gens encore qui mettent des soutiens dans le chat. Il y a Anne Bisga qui dit faire face à la violence de l'État, c'est ça la résistance, c'est très loin des autoproclamés résistants de francs-tireurs. En même temps, c'est pas compliqué, les amis. Il y a Davilou qui dit, comme Jérôme le banner, pas facile de pas le voir. À beau gabarit, les boxeurs lourds. Il y a Sentier Battant qui dit Christophe, tu as de belles valeurs. Est-ce que tu envisages d'ouvrir une salle de boxe pour transmettre ces valeurs à autrui? Ça, c'est du travail, hein. Ouais. Alors de base, c'était un projet que j'avais dans ma vie, mais un coup que j'avais arrêté la boxe en 2003, c'est quelque chose que j'avais dans un projet, c'était un projet dans ma vie. Et je m'étais donné ce projet, je m'étais donné pas avant 45 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43, parce que j'ai mon préau fédéral et mon institut fédéral que j'avais obtenu en équipe de France. Donc indirectement, je peux faire partie d'une association. Maintenant, il faut rester honnête, une association, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Euh, et moi, je voulais le faire. À l'époque, je voulais attendre que qu'avec la mère de mes trois premiers enfants, voilà, j'ai trois enfants, et je voulais attendre que mon fils, le dernier, soit un peu plus grand. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, qu'il ait 17, 18 ans, qu'il soit vraiment autonome, et pour pouvoir me consacrer à une salle de boxe et à des petits jeunes. C'est ce que je voulais faire. Donc entre-temps, je me suis inscrit au brevet d'État pour faire une acquisition de mes acquis, une VAE, là, une valeur, je sais plus comment ça s'appelle, acquis expérience, je sais pas quoi, en septembre 2018. Mais quand je suis sorti de prison, j'ai été voir les personnes qui m'ont parrainé pour faire cette formation, et j'ai été retiré des listes. Voilà, parce que c'est un diplôme qui est livré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et bon, bah, ça, c'était pas possible. Voilà, actuellement. En tout cas, à l'époque. Donc pour la salle de boxe, c'est un projet peut-être qui sera en cours, on verra, on va voir. Il y a l'obstacle administratif, quoi.
Il y a obstacle administratif qui est pareil, qu'il faut que je regarde où que ça en est. Si c'est possible, si demain je m'inscris dans une formation, si c'est possible que je la fasse, voilà. Après, voilà, après j'ai pas pu tout. Il fallait que moi je reprenne un peu du poil de la bête pour voilà, qu'il fallait que je relève la tête avant de m'occuper de tous ces petits trucs qui sont à côté. Mais c'est qu'un projet qui est en cours, que j'ai envie de faire, bon, qui sera un projet où que j'irai me renseigner pour tout ça, peut-être milieu 2025 pour voir dans les quelques temps après si je peux créer ma petite salle de boxe. Mais en même temps, je voulais faire un ouvrier d'État pour faire un peu de coaching privé parce que dans une association et selon le travail après que tu effectues, parce que moi je suis pas un intellectuel, donc les travaux que j'ai, quand je travaille, c'est plus du travail physique, où tu te lèves le matin de bonne heure, que tu t'uses au travail, donc quand tu rentres le soir, C'est compliqué c'est d'aller à un peu l'entraînement, compliqué. d'entraîner des gens. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était faire un diplôme pour d'État, coacher, et faire du coaching privé à côté, puis essayer de toucher une vive de ça. Voilà. Avec faire des cours dans des grandes entreprises, faire du coaching privé pour l'individuel ou collectif, mais et après le soir faire mon association. Oui, donc c'est pas les projets qui manquent, c'est juste qu'il faut réussir à aller au bout, puis Oui, réussir à c'est ça. franchir les obstacles aussi Les que tu peux avoir, quoi. administratifs. On ne facilite pas la vie. Non. Eh ben, je crois qu'on a fait un beau tour. Je pense qu'on a été assez complet, que tu as pu répondre à beaucoup de questions. Moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et puis aussi de permettre de montrer aux gens que la vie, elle se réduit pas à 7 minutes d'image, mais qu'il y a aussi tout un tas de vies, tout un tas de casquettes, qu'il y a Christophe le boxeur, Christophe le Yaniche, Christophe le gilet jaune, Christophe le militant. Et ça m'a fait plaisir de partager tout ça parce que parfois on est ensemble dans toutes ces luttes-là avec ces différentes casquettes et de le montrer aux gens, de montrer que tu es bien loin de la caricature qu'on a essayé de faire à ton sujet. Et puis de montrer aussi que tu fais écho à de nombreuses luttes, des luttes qu'on partage, et c'est pour ça que ça me touche, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la lutte contre l'antiziganisme, contre le racisme que subissent les nôtres. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à relayer, à partager cette interview qui humanise notre Christophe et qui montre qui il est réellement. Donc voilà, merci pour vos nombreux commentaires. Merci à David Dufresne de toujours m'accueillir pour animer cette barricade et tenir cette barricade dans ce petit studio bien élégant. Alors ça nous demande pas mal de moyens, donc n'hésitez pas à donner, à soutenir au poste. On n'a pas toute la thune des millionnaires et des milliardaires. Par contre, on a de la solidarité, de l'entraide et vous l'avez montré à de nombreuses reprises. Donc voilà, cotisons-nous pour faire tenir cette petite machine qui vise à mettre des sabots dans l'empire médiatique et pour le faire dérailler. Donc on lâche rien, comme on dit chez les Gilets jaunes. Et 6 ans après, on est toujours là. Merci Christophe. Merci à tout le monde. Merci à vous.